Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. On est à une semaine de l'ouverture de la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Nous évoquons les enjeux de cette COP28 avec Laurent Babiquian à mes côtés en plateau, le directeur des marchés de capitaux Europe du CDP. Bonjour Laurent. Bonjour Léo. Ravi de vous retrouver. Je crois qu'on se voit à peu près chaque année à la même période pour les COP, c'est ça décrypter un petit peu avec vous les enjeux, à commencer par le rapport de force politique quand même, qui est plus tout à fait le même qu'il y a 10 ans, ou je ne sais pas quand on remonte les premières COP, mais c'est un rapport de force politique qui a considérablement changé. Partant alors de magnifiques infographies que vous nous apportez, Laurent, partant du constat que les régimes démocratiques dans le monde sont de moins en moins majoritaires. Ah oui, ça c'est The Economist Democracy Index, chaque année, qui publie selon 10 critères un classement des pays selon leur degré de maturité par rapport à la démocratie. Et en fait, en 2022, il n'y a que 45% de la population mondiale qui vit en démocratie. C'est les zones en bleu. Et le principal continent qui fournit des démocraties, c'est l'Europe. Donc il faut les protéger. C'est pas parce qu'on a fait la révolution en France qu'on va garder la démocratie ad vitam aeternam. Il y a de grosses tentatives qui sont faites tous les jours pour pouvoir diminuer en fait les différentes libertés relatives à la démocratie. Donc c'est important d'avoir ce graphique en mémoire. Quand on met des chiffres sur ce rapport de force, notamment des chiffres de PIB par exemple, là aussi, le monde a changé. C'est vrai que le rapport traditionnel se faisait entre le G7, qui existe toujours, bon an, mal an, et ce qu'on a appelé les BRICS. Alors, c'était l'acronyme du chef économiste de Goldman Sachs, ça remonte à 15 ou 20 ans, j'en sais rien. Bon, les BRICS existent toujours, mais maintenant, on considère qu'ils vont bien au-delà des 5 pays BRICS et que c'est le Global South qui compte, comme on dit. Absolument. Alors ça, ce sont des graphiques montrant le PIB, un chiffre du Fonds monétaire international, donc prévu pour 2023 la partie en bleu, le G7, c'est 45 trillions. Donc grosso modo, le PIB prévu pour 2023, c'est 105 trillions dans le monde. Donc à peu près 46% vient du G7. Les BRICS sont à 31 trillions, la partie en rouge, et il y a 6 nouveaux membres. Donc les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et il y a 6 nouveaux membres qui vont rejoindre en fait les BRICS au 1er janvier 2024. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et je crois la Tanzanie. Et en fait, donc les BRICS représentent à peu près 31% du PIB mondial. En parité de pouvoir d'achat, le calcul est la bascule a déjà eu lieu en 2022. C'est-à-dire que les BRICS ont un PIB supérieur à celui du G7, notamment à cause de l'Inde. L'Inde ne vaut que 3,7 trillions ici, mais en parité de pouvoir d'achat, on est plutôt plus à 14-15 trillions. Et donc, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est de voir que une fois que les nouveaux entrants vont rejoindre les BRICS, ça va représenter 45% de la production de pétrole mondial, et l'essentiel des métaux rares nécessaires justement à la transition. Donc le G7 perd en fait de la vitesse. Il y a une bascule qui a lieu en ce moment. C'est à mon avis le gros point en fait de tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique, géopolitique et autres, économique. C'est cette bascule qui a lieu de l'Occident vers l'Orient. Quand on regarde les chiffres de Goldman Sachs pour 2050, qui ne prennent pas du tout en compte l'impact du changement climatique, la perte de biodiversité, ça, c'est on y va, on prend les mêmes modèles et on fait la même chose. On voit que donc la Chine passe en numéro 1 à 42 trillions, les États-Unis numéro 2 et l'Inde en numéro 3. Pour un total de 217, je crois que j'arrive pas à voir, 217 trillions, alors qu'on est à 105 trillions là, et le PIB continue à croître de manière à peu près entre 2 et 2,5% par an dans le monde. Bon, si on regarde le rapport de force à travers les marchés financiers et à travers les émissions de carbone, puisque c'est quand même le sujet de la COP, le climat, qu'est-ce qu'on retient comme enseignement du coup là ? Ce qui est très intéressant, c'est que donc, les États-Unis, c'est 4% de la population mondiale, 26% du PIB mondial, comme on l'a vu avant, et 42% de la capitalisation boursière mondiale. Quel succès ! Super efficace, pour le moment, super efficace encore. La Chine, c'est 16% de la population mondiale, 10,6% de la capitalisation boursière mondiale et 20% du PIB mondial. Bon, l'Inde n'est pas sur ce schéma de capitalisation boursière, c'est dans les autres pays Other Developed Market. Mais l'Europe, on est aux alentours de, je crois, 7 ou 8% de la population mondiale. On est à 11%
si on prend donc les pays de l'Union européenne, pendant le marché. Et le PIB européen est à peu près à 20 trillions, donc à peu près la même chose que la Chine. Bon, donc tout ceci est en train de basculer. En toile de fond, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on voit que des pays n'ont pas soutenu l'Ukraine quand la Russie a envahi l'Ukraine, ou que des pays n'ont pas condamné le Hamas quand il y a eu les attaques terroristes du Hamas. Et en termes d'émissions carbone, bon, la Chine, c'est en termes de stock, en 2021, c'était 31% des émissions, 7,3% l'Inde, 13% les États-Unis. Et si je prends le cumulé par rapport à 1750, j'ai 25% qui viennent des États-Unis, parce que c'est important de voir ce qui s'est passé. Oui, et 23% exactement de l'Europe. Donc 25% viennent des États-Unis, 23% de l'Europe. Voilà. Donc à eux deux, Europe et États-Unis, 50% des émissions cumulées depuis l'ère pré-industrielle. Et donc ça fait partie des sujets qui seront à nouveau sur la table de la COP28. Déjà, l'idée de cette compensation de la legacy des pays développés, industrialisés, vis-à-vis des pays du Sud et du Global South, c'est une question qui n'est toujours pas réglée. Non, c'est toujours pas réglé. Et puis c'est donc le sultan Al-Jaber, qui est le président de la prochaine COP, dont je rappelle que c'est le président aussi d'une boîte, de la boîte publique de pétrole d'Abu Dhabi, qui s'appelle ADNOC, et donc on peut raisonnablement penser que le lobby pétrolier va prendre en otage cette COP. En tout cas, ils seront présents. Il faut qu'ils soient, ils font partie de la solution. J'allais dire, ils y seraient pas, on pousserait tous des cris d'enfer en disant regardez, ils s'en foutent, ils y vont pas. Mais parfois ils y vont en utilisant des casquettes d'ONG allemandes. C'était le cas de Total l'année dernière où il fallait de quelques places supplémentaires, donc ils n'avaient pas le quota pour Total, il fallait trouver des moyens détournés. Donc il y a pas rentrer dans les arcanes du lobbyisme, etc. Ils sont très forts là-dessus. Et un des points que le président de la COP voudrait avoir comme résultat, c'est il a 3 ambitions fortes. La première ambition, c'est le triplement des investissements renouvelables entre aujourd'hui et 2030 dans le monde. Ça correspond au scénario de l'IEA, donc ça c'est bon. S'il arrive à avoir les pays qui signent ça dans le texte final de la COP, ce serait une victoire. La deuxième, c'est de fixer la finance climat, donc des pays développés vers les pays en développement. Et la troisième, c'est de construire les bases d'une just transition qui soit inclusive. Or, si on prend la finance climat, il faut quand même voir ce qu'il se passe. Depuis, je crois que c'était la COP de Copenhague en 2009 qui avait dit qu'il fallait payer 100 milliards. Il y avait un fonds de compensation. C'est pas vraiment un fonds, c'était un fonds d'aide pour les pays, aider les pays à s'adapter, l'adaptation et à la lutte contre le changement climatique. Donc les pays riches devraient donner 100 milliards par an aux pays pauvres pour s'adapter et lutter contre le changement climatique. Jusqu'à 2030. Or, les derniers chiffres de 2022, c'est qu'ils donnent 83 milliards. Et quand ils donnent de l'argent, ça n'est pas des donations, ce sont des prêts qui portent intérêt. Ce qui est juste fou, quoi. En termes d'éthique et de morale, c'est un problème. Parce qu'en fait, ce sont ces pays-là qui ont exploité les ressources des pays du Sud pour pouvoir créer de la richesse et pour pouvoir faire des profits et autres. Donc la moindre des choses, ce serait qu'on donne cet argent en donation et sans porter intérêt. Ça, c'est le premier point. Donc, à discuter là maintenant à cette COP pour voir où on en est. Et le deuxième point, c'est le fonds des Loss and Damage Fund, qui était le principal point qui était sorti de la précédente COP, qui était donc à Sharm el-Sheikh. Et on n'est toujours pas capable. Donc ça a été décidé de créer sur le principe un fonds de Loss and Damage pour aider les pays justement qui en ont besoin. Il y a eu plein de discussions, les discussions ont achoppé, donc on ne sera pas capable à cette COP de signer l'accord final. Et un des points d'achoppement, c'était que les pays du Sud global ne voulaient pas que ce fonds soit géré par la Banque mondiale. Et les pays du G7 voulaient que ce fonds soit géré par la Banque mondiale. Et on revient à l'histoire de départ. On en a marre. Donc les pays du Sud ne veulent plus de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui leur dit voilà, je vous donne de l'argent, mais vous faites ça, 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 ça. Donc il y a effectivement une bascule qui opère et on va voir ce que ça va donner cette COP. Alors si on parle encore un petit peu de la COP, sur le point du triplement des investissements dans les renouvelables, il y a déjà des pays qui ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire, l'Arabie Saoudite et la Russie. Donc ça, c'est un problème. Parce qu'il faut que ce soit, je vous rappelle, il faut que ce soit un accord où tout le monde signe le document. Et quand je regarde ce qui se passe dans le pétrole,
Bon, c'est juste fou, en fait. Puisque donc si on voit les coûts de financement du pétrole, c'est ça? Oui, alors, de manière globale, déjà, au niveau global, les émissions, donc c'est un rapport qui est sorti des Nations Unies, là, il y a 2 jours, c'est ce qu'on appelle l'Emission Gap Report. Les émissions ont augmenté sur un an en 2022 d'1,2% par rapport à 2021. Et ce rapport prévoit que les émissions vont continuer à augmenter d'ici 2030. Et grosso modo, on devrait atteindre un niveau de plus 9% alors qu'on doit faire moins 45%. C'est-à-dire que normalement, pour être en ligne avec un monde à 1,5 degré, il faudrait que on baisse entre 4 et 6% les émissions chaque année. En fait, faire ce qui a été fait pendant le Covid. Chaque année, d'ici 2050. Bon, oui. Donc on n'est pas du tout, on est à l'opposé, on fait l'inverse. Et d'ailleurs, c'est ce que vous montrez avec ce graphe. Ah oui, alors voilà. le marché accorde des coûts de financement pareil, au plus bas, comme jamais, que ce soit le secteur pétrole et gaz ou le reste du marché. Absolument. Et alors ça, c'est très intéressant parce que ça démontre en fait que toutes les institutions financières qui ont rejoint des alliances net zéro, regroupées sous le terme barbare de GFANZ, donc la Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Manager Alliance et autres, eh bien, il faut qu'ils construisent des portefeuilles alignés sur Net Zero et des portefeuilles alignés sur Net Zero et avec des étapes intermédiaires à 1,5. Eh bien, en fait, ils ne le font pas. Parce que s'ils le faisaient, donc vous devez mesurer votre scope 3, c'est-à-dire les émissions financières de vos portefeuilles, et vous devez mettre des objectifs de réduction d'émissions. Donc s'ils le faisaient, vous ne pourriez plus prêter autant d'argent à l'oil and gas. Et donc ce serait plus difficile pour l'oil and gas de se financer. Et en fait, ce que démontre ce graphique, c'est que ce n'est pas du tout le cas. L'oil and gas se finance au même niveau que tous les autres secteurs. Et on ne pourra pas réussir à faire la transition si on a des graphiques de ce type-là, puisqu'il faudrait qu'à un moment donné, l'oil and gas paye beaucoup plus cher son emprunt, et c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Et bien au contraire, la production de pétrole augmente. On prévoit qu'il y a un excellent rapport qui a été fait par la World Benchmarking Alliance en collaboration avec le CDP, qui classe les 100 plus gros producteurs de pétrole dans le monde, et qui démontre qu'a priori le pic de production de pétrole devrait être en 2028. Oui, avant 2030. Voilà, a priori. Mais il y a une grosse... pic de consommation, non, pic de production de pétrole. D'accord. Il y a un grand débat entre le pic de production de pétrole et le pic de consommation. L'AIE dit pic de production, pic de consommation. Ouais. L'AIE dit pic de consommation. Ouais. Certains pensent encore qu'il y aura un pic de production. Oui. D'accord. Voilà. Donc, on me l'a fait le coup il y a 20 ans du pic de production. C'est bien le problème. Avant le schiste, avant l'exploration très profonde, etc. Tout à fait. Là, c'est prévu pour 2028. Ce qui veut dire donc que les boîtes de pétrole continuent à augmenter leur production. Et quand ce rapport analyse les 100 premières sociétés de production, on a vu que... donc j'invite les téléspectateurs à voir ce rapport, World Benchmarking Alliance Oil and Gas Benchmark. Plus de 50% de ces sociétés payent encore la partie variable de leur CEO liée à une augmentation de la production. Donc tant qu'on sera dans ce type de manifestation totalement folle, on ne pourra pas régler les problèmes. Puisque leur but, c'est d'augmenter la production. Et si je regarde les profits, ça c'est les chiffres de l'IEA en 2022, les profits du pétrole, c'est 4 trillions. 4 trillions. Oui, d'accord. Bah oui. Enfin bon, les profits, je sais pas, du secteur bancaire, les profits du secteur tech. J'ai pas la comparaison, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Oui, effectivement. C'est 4 trillions. C'est 4 trillions pour le pétrole. C'est peut-être plus pour si on prend les GAFAM ou les 7 magnifiques aux États-Unis. Probablement. Mais 4 trillions pour le pétrole, alors qu'on doit enclencher des processus de baisse de. Alors il n'y a pas de raison que ça change, si vous voulez. Eh ben, on verra ce qui ressort en tout cas de la COP28. Il faudra qu'on parle de l'Europe une autre fois. Laurent, on n'a plus le temps, on a épuisé le quota de temps. Écoutez, on parle. L'Europe pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu en amont de la COP28 pour poser les enjeux avec effectivement la perspective que vous nous avez apportée sur ce nouveau rapport de force et ce monde qui bascule effectivement vers l'Orient et le Global South. Laurent Babiquian, directeur des marchés de capitaux Europe du CDP, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.